Bonjour à tous. Donc bienvenue pour cette nouvelle table ronde, avec pour thème les sciences, exactes, sciences de la planète et ingénierie, formation, recherche et carrière. Donc un petit mot, d'introduction avant de présenter, les intervenants. Donc, entre la France et la Grèce, il y a une relation de longue date en matière de recherche et de coopération universitaire et notamment, dans le domaine des sciences exactes. On a, dans de nombreux, centres de recherche en Grèce, dans les sciences, comme l'astrophysique ou, la biomécanique ou tout type, en réalité, de domaines de recherche. On a, de nombreux scientifiques grecs qui sont, en France ou qui ont fait leurs études en France et sont revenus, en Grèce. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, grâce à nos intervenants, de vous présenter un peu le type de formation, qui existe, dans, le domaine, des sciences exactes, de l'ingénierie, pour peut-être, évidemment, qu'un jour, vous puissiez faire partie aussi, de cette longue tradition, franco-hellénique, dans ces domaines. Mais donc sans plus tarder, donc je présente, nos intervenants. Donc nous avons avec nous, Éric Dargent, vice-président en relations internationales, de l'université de Rouen, professeur en sciences des matériaux, donc vraiment en sciences, exact et stratégique, je dirais. Nous avons également avec nous, Pierre Briol, directeur de recherche, au CNRS et spécialiste de géologie, on peut dire et donc qui présentera aussi un peu, des aspects, de ces carrières-là. Nous avons avec nous, Frédéric Penaud de l'université, Marie et Louis Pasteur, donc dans une graduate school en ingénierie et nous avons aussi, Leïla Ganoun qui est professeure d'université en biologie à la faculté des sciences de l'université de Montpellier. Donc l'idée, de cette conversation et ce que je vais demander aux intervenants, c'est d'abord de présenter, un peu leur carrière, en quelques mots succincts et puis de faire une première présentation de leur université et notamment avec cet angle-là, de la spécificité peut-être, de ce que ces universités offrent en termes de sciences exactes, mais évidemment, aussi d'autres domaines. Donc je passe la parole à monsieur Éric Dargent. Merci, bonjour à tous. Alors donc oui, très rapidement ma carrière, j'ai fait des études de physique et j'ai fait ensuite, une thèse, en milieu industriel, sur, des matériaux, plastiques et ensuite je me suis orienté vers une carrière universitaire. J'ai été maître de conférences puis professeur des universités. J'ai dirigé un laboratoire de recherche en sciences des matériaux et puis, depuis quelques années maintenant, je suis vice-président et j'ai un peu, voilà, lâché, la direction du laboratoire pour développer les relations internationales de mon université. L'université de Rouen, très rapidement, c'est, 35 000 étudiants, pluridisciplinaire avec santé et comme à peu près toutes les universités de France qui sont pluridisciplinaires, on a beaucoup de disciplines différentes, mais dans chaque discipline, on ne fait pas tout. C'est-à-dire que si je prends un exemple très concret, en physique, par exemple, à Rouen, on ne va pas faire de l'astrophysique, on ne fait pas, beaucoup de mécanique, mais on va s'orienter sur 2 sujets principaux qui sont la mécanique des fluides. Donc on a un gros laboratoire de recherche CNRS sur la mécanique des fluides. On travaille, par exemple pour, tout ce qui est turbulence, pour les moteurs, les fusées, des choses comme ça. Et puis un gros laboratoire, en sciences des matériaux et encore une fois, dans ce laboratoire, on n'étudie pas tous les matériaux. On se concentre sur, les métaux, et les matières plastiques et les composites, par exemple, voilà. Donc on fait des choix et ça influence aussi notre offre de formation puisque si au niveau licence, vous allez avoir une licence de physique, une licence de biologie, de mathématiques, d'informatique et cetera. Donc ils sont, on étudie évidemment toutes les disciplines et sous-disciplines, de ces matières.
au niveau master, on va vraiment commencer à se spécialiser en fonction des métiers et des axes de recherche de l'université. Pourquoi? Parce qu'au niveau du master notamment, les enseignants sont des enseignants-chercheurs qui ont des sujets de recherche et vous travaillez en tant qu'étudiant, avec ces enseignants. Comme partout en France, hein, les masters sont en 2 ans, les licences sont en 3 ans et la deuxième année du master, vous avez un premier semestre qui sont dans un semestre de cours et le deuxième semestre, en général, c'est du stage et le stage, il peut être en entreprise ou dans des labos de recherche avec les chercheurs et puis ensuite, si, les étudiants le désirent et si, il y a des opportunités de financement, une thèse de doctorat peut être envisagée par la suite. Je ne sais pas si j'ai couvert, un peu tout. Si, si, très bien, merci beaucoup. Donc, Pierre Briol, qui peut éventuellement aussi nous parler de ce qui se fait au sein d'une institution de rattachement qui est l'École normale supérieure. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis, géophysicien. À l'origine, j'ai fait des études de mathématiques et ensuite, de physique dans, une des écoles normales supérieures qui se trouvait à Cachan à l'époque et après avoir, terminé ces études-là, hem, plutôt que de m'orienter vers un métier, disons d'intérieur, j'ai choisi, d'essayer de m'orienter vers, un métier, de la nature, en l'occurrence la volcanologie. Et donc, au moment de après mon master, avant mon doctorat, je suis parti passer 2 ans en Sicile, à Catane, pour étudier l'Etna et je pense que j'ai bien fait de m'en aller de Paris. Il y a un proverbe sicilien qui dit que: «Qui, qui esce arrinesce», qui sort grandit. Et ensuite, je suis revenu faire ma thèse à l'Institut de physique du globe de Paris, où je suis resté une quinzaine d'années avant de rejoindre l'École normale supérieure, donc à une distance assez courte de l'Institut de physique du globe, mais un institut, une école, l'École normale supérieure, différente parce que c'est un lieu de pluridisciplinarité. On aura peut-être l'occasion de revenir sur la pluridisciplinarité. Vous vous souvenez peut-être Hippolyte, le fils de Thésée. Et enfin, vous n'étiez pas né. Après, on va parler de choses qui se sont produites après votre naissance, mais on peut commencer avant. Et voilà, il est chassé par son père, et il part de Trézène, et il prend la route, comme avait pris son père d'ailleurs, pour aller vers Athènes. Et donc ça part vers le nord, et puis ensuite il faut tourner à gauche pour aller vers Nafplio, mais il n'a même pas le temps de faire ça. Quelques kilomètres après Trézène, une bête sort de la mer et épouvante ses chevaux et qui le tire par terre et il meurt. Mais cette bête qui sort de l'eau, vous pouvez lire aussi bien Euripide que Sénèque ou Racine, vous allez constater que ça ressemble beaucoup à un tsunami. Et la Grèce est une terre de tsunami, également une terre de tremblement de terre. Et évidemment, m'intéressant aux volcans, m'intéressant au séisme, je me suis retrouvé inévitablement en Grèce à partir, donc, en l'occurrence, de 1990, à travailler avec différentes universités grecques, en particulier dans le golfe de Corinthe, où nous avons créé, dans l'ouest du golfe de Corinthe, entre les villes de Aigion et Patras, un réseau de stations géophysiques qui existe encore à l'heure actuelle, qui est beaucoup plus développé qu'il y a 35 ans et qui est destiné à observer l'activité tellurique du sous-sol et pour essayer de comprendre les tremblements de terre. Il ne s'agit pas de prédire les tremblements de terre immédiatement. Il s'agit pour commencer de les comprendre ou de comprendre comment un tremblement de terre va s'enchaîner avec un autre tremblement de terre et ainsi de suite. Quand je suis arrivé en 1990, la situation était très chaotique en Grèce à cause d'un groupe de l'université d'Athènes dirigé par un certain professeur Varotsos et ses collègues qui affirmaient avoir inventé une méthode de prévision des séismes, la méthode Van. Et c'était faux.
cette méthode ne marche pas. Et il a fallu très longtemps pour le démontrer parce que d'abord c'était de bons physiciens, il fallait combattre au plan scientifique, mais également de bons politiques, donc avec des appuis politiques forts au gouvernement et qui leur permettaient d'avoir des moyens financiers. Et donc la recherche scientifique dans le domaine mon domaine, des risques telluriques, c'est souvent des controverses autour de questions qu'on comprend mal et qu'on aspire à comprendre mieux pour le bénéfice des citoyens, pour que moins de gens meurent dans des tremblements de terre ou dans des tsunamis, par exemple. Mais c'est valable aussi, ce que je dis, pour les tempêtes. Vous avez eu très récemment à Athènes une tempête, la semaine dernière, importante. Moi, j'étais à Catane il y a 2 semaines, et il y a eu une tempête encore plus importante là-bas, avec des vagues qui faisaient jusqu'à 17 mètres de haut à la côte de la mer Ionienne, en Sicile. Et ça, c'est en raison, en particulier, du changement climatique. Le changement climatique génère des événements qu'on ne connaissait pas dans les siècles précédents. Il y a également en Grèce les feux de forêt, les incendies que vous connaissez chaque année, ou très souvent, il y a l'été, même pas forcément que l'été d'ailleurs, des incendies de plus en plus catastrophiques. Tout ça signifie que les sciences de la Terre, de la planète, sont des choses importantes. Il s'agit pour nous, les citoyens, notamment les Européens, d'entretenir la planète, également de la protéger, également de lutter contre une croissance très inquiétante du climato-scepticisme, avec des pays autrefois démocratiques et savants qui sont en train de se diriger vers la bêtise, comme actuellement, en tout cas leurs dirigeants, comme aux États-Unis. Et donc nous, les Européens, nous avons aussi à lutter à la fois à faire de la science, de la bonne science, vous les jeunes, également à ne pas être dupe, ne pas ignorer le fait qu'il va falloir lutter. Et puis, il y a une autre chose que vous connaissez bien en Grèce et sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler parfois, c'est les ressources naturelles. Vous avez en Grèce des ressources minières qui sont importantes depuis très longtemps. Les mines du Laurion, il y a des questions, Échille en parle dans les Perses. Enfin, à Tossa, la reine, la mère de Xerxès. Et eh bien, les Européens, je pense, sont confrontés à des questions dont il a été question dans les tables rondes précédentes, de souveraineté. Et cette souveraineté, c'est également une souveraineté dans le domaine des ressources de l'intérieur de la Terre, donc les ressources minières. Et la Grèce possède de nombreuses ressources minières, la France aussi, d'autres pays européens aussi. Tout ça signifie que nous sommes dans un domaine qui est dynamique, dans lequel il y a des choses à faire, il y a des choses à faire entre Européens et il y a des emplois. S'il y a des emplois, évidemment, il y a un système de formation autour de ça, avec des licences, des masters et des doctorats. Et la France offre une partie de cette offre d'emploi. C'est environ 40% des masters européens dans les domaines des géosciences sont des français. J'en ai comptabilisé 92, il me semble, enfin, j'ai fait ça plus ou moins 5, on va dire, on peut se tromper, qui sont donc offerts par différentes universités de la France et puis également une offre très importante dans toutes les écoles d'ingénieurs qu'il existe en France. Je ne vais pas parler, moi, des licences, c'est un domaine que je connais mal parce que j'ai eu l'occasion d'enseigner souvent en master, mais pas en licence, donc je ne vais pas parler des licences. Pour les masters, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir plus tard pour vous donner quelques conseils supplémentaires, et puis sur aussi l'accès au doctorat, mais je pense que je vais m'arrêter là pour cette introduction. Merci beaucoup pour cette introduction très riche et effectivement qui souligne à quel point ces métiers et ces domaines sont essentiels. Je passe la parole à Frédéric Penaud. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Frédéric Penaud. J'ai fait mes études aux États-Unis. J'ai fait un bachelor en Aerospace Engineering. Et puis, je suis revenu en France pour faire mon doctorat, donc à Toulouse, parce que c'est la ville de l'aérospatiale. Donc, je suis revenu là. Donc, j'ai une carrière assez internationale. J'ai fait pendant une vingtaine d'années enseignant-chercheur, donc dans les sciences de la mécanique des fluides.
Et puis, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'université Marie-Louise Pasteur, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais on ne va pas rentrer dans les détails, pour manager en fait ce qu'on appelle une graduate school. Donc, c'est les formations master et doctorat. Donc, il y en a à peu près une cinquantaine en France. Ce sont des écoles qui ont été sélectionnées par l'État français pour leur excellence en formation et en recherche dans les domaines qu'ils proposent. Sélection qui a été faite par un jury international. Et donc, l'idée de ces formations, c'est de véritablement internationaliser au maximum les formations master et les aligner avec l'activité recherche des laboratoires de l'université qui les proposent, de manière à ce qu'un étudiant qui vient dans ces graduate schools ait cette opportunité d'aller plus en profondeur dans la formation, en continuant avec un doctorat chez nous. Et il y a un budget qui a été alloué à ces graduate schools, ce qui leur permet de faciliter la mobilité des étudiants, les faire venir avec des bourses, autres que celles d'Erasmus, pour des étudiants qui cherchent à obtenir un diplôme en France, et aussi les permettre d'avoir une expérience internationale pendant leur formation, que ce soit au niveau master ou doctorat, en facilitant, en finançant cette mobilité. Les graduate schools dans l'ensemble ont aussi la capacité de financer des thèses, donc ça permet de pouvoir positionner ces financements sur les étudiants qui font preuve d'excellence pendant la formation entre nous. Donc, ces graduate schools, donc nous, sur le site de Marie-Louise Pasteur, il y en a 3. Une en sciences de l'ingénieur que je manage, avec une spécialisation plutôt en micro et nanotechnologie, au sens large, parce qu'il y a des applications assez larges dans tous les domaines. Ça va aussi dans les domaines de la santé et de l'environnement. Les 2 autres graduate schools sont en sciences de la santé et sciences de l'environnement. Donc, c'est les 3 domaines d'expertise de l'université. Et fort de mise en place de ces objets qu'on appelle des objets d'investissement pour l'avenir, on s'est réunis en réseau, si je peux dire quelques mots peut-être du réseau. Donc 47 graduate schools ont été validés par le jury à mi-parcours, parce que c'est un budget sur 10 ans. Donc, ils ont reconnu l'excellence de ce qu'on avait pu mettre en place. Et donc, on s'est constitué en réseau. Et donc, je suis le coordinateur national de ce réseau. Et on a une offre de formation de l'ordre de 185 masters, qui couvre 95 spécialisations. Et à l'intérieur de ce réseau, l'avantage, c'est que vous savez que ça a été validé par un jury international, donc il y a une gage de garantie sur la qualité de l'enseignement et de l'activité recherche, et surtout l'alignement de la formation master avec l'activité recherche du réseau. Comme on est des universités publiques, que vous veniez à Marie-Louise Pasteur ou à Paris ou à Bordeaux, c'est pas très grave, parce que on n'est pas là pour vous prendre de l'argent, on est là pour trouver en fait le projet professionnel qui vous va le mieux, et donc trouver la formation qui est adaptée à celui-ci. Donc je vous invite, si vous voulez avoir des informations sur le réseau, venir me voir, et on a une petite enquête qui vous permet, si vous avez cette volonté, de venir en France pour faire un master et continuer en thèse, et pourquoi pas faire de la co-tutelle de thèse, puisqu'on en a parlé hier soir avec le vice-ministre de l'enseignement supérieur. Le réseau est là en fait pour faciliter ces choses-là et mettre en relation les universités pour que ce parcours soit le plus enrichissant pour vous, parce que c'est bien de s'expatrier, mais je pense qu'on a toujours envie de revenir aussi dans son pays d'origine. Et plus on crée de liens, plus le système est stable. Et je pense qu'en ce moment, comme vous le disiez, il y a l'instabilité climatique, mais il y a aussi une instabilité politique. Donc, l'idée de véritablement tisser des liens pour qu'il y ait une forte relation entre les différents Européens, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, je pense, tous. Donc, voilà. Le réseau est à disposition pour ça. Et voilà. Je n'ai pas trop parlé de Marie-Louise Pasteur, mais vous comprendrez bien qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est plus parler de ce qu'on peut faire entre la Grèce et la France au niveau européen. Voilà. Un grand merci. Je passe la parole à Leila Guenoun de l'Université de Montpellier. C'est ça. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis professeure des universités en biologie santé. Donc, moi, j'ai fait mes études à Paris 7, en biologie, et j'ai été recrutée à l'Université de Montpellier pour enseigner la biologie côté santé.
Puis bon, je suis professeure d'université maintenant. Ma spécialité, c'est l'infectiologie, plus spécialement la bactériologie, en fait, les maladies infectieuses. Et je rejoins ce que dit Monsieur Pierre Briol, parce que le changement climatique, non seulement perturbe les événements naturels, mais également fait ressortir et fait développer des virus, des bactéries, des parasites qu'on ne connaissait pas, qui se développent de plus en plus. Et ça, c'est un challenge mondial, notamment en virologie, en bactériologie. Vous savez tous que dès qu'on a une infection, une infection bactériologique, les antibiotiques, c'est ce qu'on nous donnait pour soigner ces maladies. Malheureusement, la plupart des bactéries pathogènes deviennent résistantes aux antibiotiques qu'on nous donne. Et donc, c'est un réel problème de santé humaine partout dans le monde, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et donc ce domaine-là dans lequel je travaille est en expansion et effectivement très lié au changement climatique. Donc moi, je travaille dans un laboratoire INSERM. J'ai travaillé dans un laboratoire CNRS au préalable. INSERM sur tout ce qui correspond à la compréhension des mécanismes de résistance des maladies, des bactéries pathogènes, et notamment les bactéries nosocomiales, celles qu'on attrape à l'hôpital quand on vient se soigner pour quelque chose et qu'on ressort avec une infection qui malheureusement peut être fatale. Donc à Montpellier, c'est une université qui regroupe 5-6 facultés différentes. La faculté de médecine, qui est la première faculté de médecine européenne, la faculté de pharmacie, la faculté d'odontologie, la faculté d'économie, de droit et la faculté des sciences. Et chacune de ces facultés appartient à l'Université de Montpellier, mais chacune avec ses spécificités. Donc ici, c'est la faculté des sciences qui est représentée avec ma collègue Valérie Bedu. Et il faut savoir qu'à la faculté des sciences, c'est une faculté qui va regrouper les différents départements scientifiques avec, comme on le disait tout à l'heure, des spécificités par rapport à la géographie, à l'histoire de la ville. Donc, ce qui est très important, je dirais, comme département à la faculté des sciences, c'est le département de biologie, écologie et environnement, notamment sur l'étude du développement des plantes méditerranéennes tropicales, l'écologie et l'évolution, disons l'étude de l'évolution des animaux dans leur écosystème. Il y a énormément de laboratoires qui sont très bien cotés au niveau international à Montpellier. Par ailleurs, ça c'est le parti biologie-écologie. On a par ailleurs un département de biologie santé. Et pour vous dire que c'est très important, cette biologie-là a été séparée à cause du nombre important de laboratoires qui sont soit spécialisés en écologie, évolution, biodiversité, et soit spécialisés en biologie santé. Et ça, c'est à cause de l'historique de Montpellier comme étant une ville universitaire de médecine. Donc, il y a beaucoup d'hôpitaux et donc beaucoup d'instituts de recherche en biologie médicale. Vous avez un institut de recherche en cancéro, un institut de recherche en infectio, en génétique, en neurosciences, en agrosciences.
Et donc, quand je dis institut, ce sont des dizaines de laboratoires reconnus mondialement. Donc, ça ouvre une perspective de masters différents dans ces spécialités et bien sûr des perspectives d'embauche au niveau master et bien entendu au niveau doctorat. Alors, je parle plutôt de la partie santé parce que c'est mon domaine, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des départements de physique très, très bien implantés. Donc, nous, on a de l'astrophysique à Montpellier. Et donc là, moi, je ne pourrais pas vous en parler, mais on a des brochures et on a des contacts si ça vous intéresse. Donc le département de physique qui est adossé à des laboratoires de recherche reconnus internationalement. Un département d'informatique. Alors là aussi, c'est très spécialisé. Ils sont spécialisés dans les jeux vidéo, par exemple, et toute l'imagerie et de la bioinformatique parce qu'on travaille il travaille avec le département de biologie. Pourquoi jeux vidéo? Parce qu'à Montpellier, il y a énormément de startups qui se sont développées sur tout ce qui est jeux et cinéma et mouvement, en fait. Et donc là, on a des formations qui aboutissent sur ces métiers-là. On a le département de mathématiques qui est adossé à un institut de mathématiques et là qui donne accès à des masters de mathématiques théoriques ou de mathématiques appliquées, notamment de statistiques. Et ces étudiants-là, soit poursuivent en thèse, soit sont recrutés en tant qu'ingénieurs dans différents domaines, que ce soit en sciences ou dans les assurances ou dans les banques. Je veux oublier personne. On a un département de chimie, le département de chimie est également extrêmement développé parce qu'à Montpellier, on a l'École nationale de chimie qui est adossée à de nombreuses entreprises de chimie, que ce soit de la chimie industrielle ou de la chimie cosmétique ou de l'œnologie, c'est-à-dire qu'on prépare les étudiants à intégrer l'École nationale d'œnologie, c'est l'étude des vins. Et donc, dans le sud de la France, il y a un terroir extrêmement important. Et donc, le département de chimie permet à ces étudiants-là d'intégrer cette école d'œnologie ou des écoles en cosmétique ou encore en industrie chimique. Donc voilà, on a un stand à côté, on a des flyers pour chacun de ces départements et je suis à l'écoute pour répondre à vos questions, notamment en biologie, que ce soit écologie ou santé, mais plus santé pour ma part. Merci. Merci beaucoup déjà pour ce premier panorama. Comme je constate qu'il est environ 35, je propose de passer la parole à la salle si vous avez des questions pour nos intervenants. Si vous avez... Ah, voilà. Ήθελα να ρωτήσω βασικά, άμα υπάρχει κάποιο... Une question, est-ce qu'il y a un master qui associe géophysique et géotechnique? Je suis en 5e année d'études et qui concerne le caractère sismique, et la protection sismique et tout le travail de l'ingénieur civil. Je fais des études d'ingénieur civil. Est-ce qu'il y a également des bourses dans ce domaine? Bon, je vais apporter des réponses. Mon voisin pourra aussi compléter vraisemblablement. Donc, parmi les nombreux masters, je dois d'abord citer l'école et observatoire des sciences de la Terre de Strasbourg. Donc, c'est une école qui, avec l'université de Strasbourg, a une offre au niveau master
avec d'ailleurs différentes composantes dans le master, des masters plus professionnalisants et des masters qui acheminent davantage vers les doctorats. Mais on peut trouver d'autres formations à Paris, en particulier à l'Institut de physique de Globe de Paris. Eh bien, il y a un des masters qui a lui aussi des liens avec la géotechnique. Il y avait une formation aussi, alors je ne sais pas où elle en est exactement, il faut regarder, c'est avec Sorbonne Université, qui avait des liens avec l'Institut français des pétroles. Et puis ensuite, dans les autres formations, on peut trouver, je pense peut-être un petit peu à Montpellier, à Grenoble, à Nice, également des formations qui offrent ce volet géotechnique. Mais j'aurais tendance à dire d'abord peut-être examiner Strasbourg pour cette question-là. Άλλες ερωτήσεις? Sinon, effectivement, peut-être pour poursuivre, peut-être vous pouvez nous parler des perspectives un peu professionnelles ouvertes par ces formations. Et je pensais notamment au-delà, c'est-à-dire à la fois dans la recherche, mais aussi peut-être dans l'ingénierie, peut-être les perspectives professionnelles dans les entreprises de technologie. Voilà, peut-être ce que vous voyez, vous, à partir de vos formations qui pourraient intéresser, j'allais dire, les étudiants qui iraient dans vos masters. Ensuite, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer faire, que ce soit d'ailleurs en France ou en Grèce? Je peux peut-être commencer à répondre. Donc, en France, l'activité recherche est de plus en plus appliquée. Le financement de la recherche se fait par des appels à projets, des financements nationaux et européens. Donc, il y a une branche quand même industrielle qui est forte. Et pour ce qui concerne, par exemple, Paris-Louis Pasteur, nos activités sont très appliquées et chaque année, c'est 1 à 2 startups qui sont créées par nos anciens chercheurs, par nos doctorants, dans les domaines de la deep tech. Donc, ce n'est pas spécialement des startups de services comme on peut avoir en informatique, mais vraiment quelque chose de très technologique. De plus en plus d'incubateurs se retrouvent sur les campus universitaires pour faciliter en fait ce passage de la théorie à la pratique. Donc, on vous accompagne sur le business plan si vous avez un projet, on vous accompagne sur la maturation du système que vous développez. Il y a même des financements spécifiques pour ces gens-là. On a des bourses ICE, par exemple, chercheurs entrepreneurs, pardon. Donc, il y a plein de systèmes comme ça qui vous facilitent en fait l'intégration sur le marché. En termes de statistiques, nous, à peu près 2/3 de nos doctorants vont dans l'industrie derrière. Il y a des grands groupes qui, de plus en plus, en fait, on est dans un système économique de plus en plus compétitif. Des pays comme la Chine qui, avant, à part copier, c'est tout ce qu'ils faisaient. Maintenant, ils commencent à... Ça, c'était avant, voilà. Ils commencent vraiment, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, donc ils ont pris beaucoup d'avance là-dessus. Et donc, on a une nécessité au niveau des industries à innover. Et donc, de plus en plus de chercheurs sont recrutés dans les entreprises qui, avant, allaient plutôt vers les écoles d'ingénieurs classiques parce qu'on était en avance technologiquement, donc on développait le produit, on n'avait pas une pression extérieure si forte. Et donc, maintenant, il faut pouvoir innover. Donc, il faut des gens qui soient vraiment experts dans un domaine et qui ont aussi la capacité à dialoguer avec d'autres domaines. On a vraiment une complexification en fait, des systèmes
de plus en plus. Et être juste spécialisé dans un seul domaine, ça suffit pas. Il faut être aussi capable de savoir comment réfléchit un informaticien, comment réfléchit un biologiste, parce que des fois, l'innovation va se retrouver à la croisée de ces différents domaines. Et c'est tout l'enjeu en fait de la formation. Bon, je reparlais des graduate schools, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interdisciplinarité là-dessus, parce que c'est là où se fait l'innovation. Et donc, voilà, c'est important. Si on veut garder notre leadership en Europe, on a besoin d'innover. Et donc, ces formations master et doctorat essayent de répondre à ces enjeux-là. Voilà. Oui, juste pour compléter à un niveau peut-être un peu plus concret, en sortie de master, alors évidemment les étudiants durant le master, ils vont faire un stage de 5 à 6 mois, soit en entreprise, soit en labo de recherche. Ils peuvent continuer en thèse, donc c'est tout le travail effectivement des graduate schools, mais sur une promo, on va dire, moyenne de 25 étudiants en master dans ces domaines-là, peut-être chez nous, hein, c'est peut-être 4-5 qui vont continuer en thèse. Les autres vont aller travailler dans l'industrie et sont à des postes tout à fait équivalents à des écoles d'ingénieurs. Donc, ils sont embauchés comme ingénieurs, ingénieurs R&D, ingénieurs de production, ingénieurs analyse, etc., avec des salaires qui sont assez médians, pas comme les meilleures écoles d'ingénieurs de France, mais tout à fait honorables, hein, donc pour des étudiants qui sortent de l'université. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de crise pour des étudiants dans ces domaines-là qui sortent avec un master dans les universités de Rouen. Il y a une forte demande, je pense. Alors je vais compléter côté biologie, parce que souvent les gens se disent, bon, est-ce qu'il y a du travail en biologie? Qu'est-ce que les étudiants font en sortant de master de biologie? Alors, mis à part de faire de l'enseignement ou de la recherche fondamentale ou appliquée dans les laboratoires de recherche, il faut savoir que de plus en plus, on a comme dans les autres domaines, des startups qui sont adossées aux laboratoires de recherche dans des domaines extrêmement ciblés, par exemple de thérapie génique. Ça, c'est l'avenir pour soigner les maladies génétiques, qu'elles soient rares ou des maladies génétiques plus connues. À Montpellier, alors justement, c'est le berceau de toutes ces startups. Il y en a beaucoup parce que adossées à des médecins, à des hôpitaux et donc avec des médecins, des chercheurs, pour essayer justement d'appliquer les connaissances de recherche dans ces domaines extrêmement appliqués. Donc la thérapie génique, vous avez parlé de production, nous dans notre domaine, mais c'est la production de médicaments. On est obligé, et vous avez parlé de la Chine, on a la concurrence de l'Inde, de la Chine, dans la production de médicaments. Et lors de la pandémie de SARS-CoV-2, le Covid-19, ça a été une catastrophe en France notamment parce que on n'avait pas tous les médicaments à disposition. Et donc, c'est une politique nationale que le président Emmanuel Macron a mis en place d'ici 2030, d'être autonome sur certains médicaments en France, donc de produire ces médicaments en France. Ce qui veut dire que nous formons des étudiants qui vont être aptes à travailler dans des entreprises qui vont produire des médicaments, que ça soit donc de l'aspect R&D, recherche et développement, que ça soit également dans l'aspect production, puisque c'est effectivement extrêmement régulé. Il y a tout un processus et des procédés réglementaires, de sécurité. Et donc, il faut des formations. Donc, on a des formations courtes, que ce soit des Bac+3, des Bac+5 ou des doctorats, qui permettent d'intégrer ces entreprises, soit dans le développement de stratégies pour lutter contre des maladies, soit de production de médicaments
alors, c'est pas uniquement des médicaments chimiques, ça peut être par exemple ce que vous connaissez certainement, des anticorps monoclonaux pour tout ce qui est l'immunothérapie en cancérologie. Ça, c'est extrêmement important. Et ce sont des produits qui sont fabriqués dans des laboratoires en France. Et donc, il faut des personnes pour mener ces projets-là et pour être à la paillasse et pour les fabriquer, pour les produire. Par ailleurs, on a l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas. Et on a également des entreprises qui vont travailler et qui montent des formations. Alors on appelle ça SNS à Montpellier, c'est Sciences du numérique, santé, à cheval entre tout ce qui est informatique, intelligence artificielle et santé. Et donc, ça va être utiliser toutes les connaissances pour faire de l'imagerie, par exemple. Quand vous allez chez le médecin et que vous arrivez avec une IRM, où il va falloir utiliser l'intelligence artificielle pour aider au diagnostic. Et donc là, il y a un pan énorme d'emplois qui vont être ouverts. Et donc, nos formations, avec les informaticiens notamment, sont actuellement en train d'être développées pour répondre à ces demandes-là. Donc oui, il y a du travail dans plein de domaines différents, même en biologie. Merci beaucoup. Peut-être je me retourne vers la salle si jamais il y a des questions, de nouvelles questions. Oui. Νομίζω αυτή είναι μια ερώτηση που μπορεί να έχουν πολλοί μέσα στην αίθουσα. C'est peut-être une question que se posent plusieurs personnes dans la salle. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le processus d'inscription dans une université, que celle vous représentez, pour les étudiants qui souhaitent suivre une telle formation et qui ne sont pas des Français, qui peuvent être grecs ou qui sont issus d'un autre pays du monde? Quels sont les critères d'inscription? Quelle est la procédure à suivre? Je pense que ça va être la même réponse pour tout le monde. Tout dépend du niveau auquel vous allez postuler. Si c'est après le baccalauréat ou l'équivalent, pour une licence qui est l'équivalent du bachelor, tous les étudiants doivent passer, alors européens, français et européens, passent par la plateforme Parcoursup, dans laquelle vous allez déposer votre dossier et dans laquelle vous allez choisir l'université et au sein de l'université, la formation qui vous intéresse. Pour les étudiants hors Union européenne, il y a un autre parcours qui s'appelle Études en France. Et donc, ils passent par une autre plateforme par laquelle ils déposent des dossiers qui sont ensuite étudiés par les responsables de chaque filière au sein des universités. Donc, les Européens, c'est Parcoursup pour rentrer à l'université, pour faire un bachelor. Les étudiants étrangers non européens, c'est études en France. Ça, c'est pour rentrer en bachelor. Si c'est pour intégrer un master et que vous avez déjà une licence ou l'équivalent d'une licence, un bachelor, dans ce cas-là, en France, c'est la plateforme Mon Master qui est nationale et dans laquelle vous devez déposer votre dossier. Et là, pareil, vous devez choisir en fonction de votre spécialité et les différents parcours de master qui existent dans les différentes villes. Et là, c'est une sélection en fonction du nombre de places, de l'adéquation de votre formation initiale par rapport au parcours de master. À Montpellier, j'ai oublié de le dire, il y a Laura Hutton qui est à côté. On a monté, il y a 5 ans peut-être maintenant, une formation qui s'appelle IDIL, qui est totalement en anglais et qui est un master, ce sont des masters en anglais destinés aux étrangers, européens ou non européens. Et ça, ce sont des parcours qui sont de plus en plus développés à l'Université de Montpellier pour répondre à une demande de non-francophones
Et c'est un parcours qui est adossé à la recherche, c'est-à-dire pendant... Et donc, c'est à nouveau mon master également, mais parcours IDIL, donc c'est Internship International Laboratory, alors je ne sais plus ce que c'est, le D, c'est-à-dire que vous allez avoir votre master adossé à la recherche. Pendant vos 2 années de master, vous serez dans un laboratoire de recherche et tous les cours sont en anglais, toute la formation est en anglais pour accueillir des élèves internationaux. Et ça, on a des financements pour donner des bourses aux étudiants étrangers qui viennent à Montpellier pour toute leur scolarité. Donc voilà, c'est mon Parcoursup ou mon master ou IDIL pour tout ce qui est anglophone. Vous voulez compléter? Oui, alors j'allais vous dire que c'est bientôt une des graduate schools qui va intégrer le réseau. Mais IDIL, voilà. Alors, j'ai peut-être une petite correction à faire, mais peut-être je dis des bêtises. Mais il me semble que si vous n'avez pas un baccalauréat français, on passe pas par Parcoursup. Voilà. Parcoursup, c'est seulement si vous faites le bac français? Non. Non? Non. Ah, ok. Alors, ok. Donc, c'est moi qui Non, me ce sont corrige. les étrangers qui passent par études en France. Oui. Les étrangers passent par études en France. Les étrangers, je veux dire non européens, passent par études en France. Ok. Mais les Européens... Tous par Parcoursup? Et alors, Même si le bac il y a n'est pas quand même français. une subtilité. Il y a une subtilité. Je ne suis pas sûr. Ah, par Ouais. contre, peut-être M. Lambert peut répondre. Je vais répondre en grec pour le coup. Ah ben, on vous croit sur parole, alors. Οι αιτήσεις Les demandes des étudiants grecs doivent se faire sur Parcoursup, que vous ayez un baccalauréat international ou pas, ou à Polytechnion. Donc, vous devez vous inscrire sur Parcoursup. Seule exception, si vous n'avez pas de nationalité grecque ou pas de nationalité européenne, là, il faut suivre une autre procédure. Pour les masters, nous avons la plateforme Mon Master, où là peuvent s'inscrire, faire leur demande tous les étudiants et là, ils doivent fournir plusieurs documents, notes, etc. Merci. Cette année, je vais finir ma licence en biologie à l'Université d'Athènes. Je vais faire mon master l'année prochaine en France. Je suis intéressée à la génétique des micro-organismes et la bioinformatique, mais pas seulement liée à la santé humaine, mais peut-être plus liée à la biotechnologie et ses applications à l'industrie spatiale. J'ai vu que vous avez un master de bioinformatique à Montpellier et aussi un master avec un parcours de génétique. Oui, je voudrais poser la question si oui, je pourrais... ils sont seulement liés à la santé humaine ou peut-être je vais faire d'autres formes de recherche en biologie là-bas. Alors, le master génétique, épigénétique, c'est celui-là que vous avez vu. Le master génétique, épigénétique, il est en biologie santé. Ça va être parce que, encore une fois, on a un institut de génétique humaine, donc avec des dizaines de laboratoires qui vont être spécialisés en génétique humaine. Et donc, ce parcours-là, particulièrement génétique, épigénétique, est spécialisé en génétique humaine. En revanche, le master de bioinformatique, c'est de la biologie, enfin c'est de l'informatique pour les biologistes, mais ça peut être de la biologie des plantes, comme ça peut être de la biologie animale au sens large. C'est pas du tout spécifique en biologie humaine. Le parcours bioinformatique, c'est un parcours qui recrute soit des biologistes, soit des informaticiens, c'est-à-dire qui ont une licence de biologie ou une licence d'informatique.
et ils vont remettre à niveau un peu les étudiants en fonction de leur provenance, de manière à étudier en fait ce qui est spécifique pour la biologie en informatique. Pour nous, c'est vraiment beaucoup d'analyse de données et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux comprendre les phénomènes biologiques, mais pas forcément santé. Merci. Peut-être une dernière question? Καλησπέρα σας. Είμαι φοιτητής. Bonjour, je fais des études de chimie, je suis étudiant et j'envisage de poursuivre mes études au niveau master et doctorat en France. Une question. Est-ce que l'État subventionne, soutient les étudiants financièrement parlant? Est-ce qu'il y a une possibilité de travailler pendant les études ou d'emploi à l'université? Réseau des graduate schools, en fait, l'idée, c'était vraiment favoriser la mobilité des étudiants internationaux, donc aussi évidemment les étudiants européens. Donc, comme le présentait dans la graduate school d'IDIL et dans les autres graduate schools du réseau, on a cette capacité à financer les étudiants pour venir de l'ordre de 600 à 800 euros. C'est la moyenne en fait des bourses qui sont octroyées. Ce ne sont pas des bourses Erasmus, hein, c'est vraiment sur fonds propres et ça permet de couvrir à peu près l'ensemble des frais pendant les 2 années de la scolarité. L'idée étant que vous puissiez véritablement être à 100% sur les études et pas aller travailler à l'extérieur parce que ça reste des masters exigeants où il y a une activité recherche forte. Donc, quand vous rentrez le soir, il y a encore du travail à faire. Et donc, si évidemment vous allez à McDo pour arrondir vos fins de mois, ça ne va pas le faire. Et ensuite, les doctorats en sciences, en tout cas, il y a une obligation en France qu'ils soient rémunérés. C'est-à-dire qu'on vous forme pour devenir des chercheurs, donc que ce soit dans l'industrie ou en académique, mais on vous paye en fait ces 3 dernières années à hauteur d'un salaire, un petit salaire d'ingénieur, on va dire. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas trop mal quand même. D'accord. Ce qui fait que là, une fois de plus, pendant 3 ans, vous êtes à 100% sur ça. Ensuite, en termes de comment, en tant qu'Européen, derrière, vous n'avez pas de souci de visa ou quoi que ce soit pour rester en France ou pour travailler. Et en général, sur les doctorats et sur les masters, c'est à peu près les mêmes taux. À 6-7 mois, on a 95% de gens qui sont placés dans l'industrie ou dans l'académique. Donc voilà, c'est ce que le gouvernement français met en place. Il y a d'autres aides, évidemment, des aides pour le logement, des choses comme ça, auxquelles vous êtes aussi éligible en tant qu'étudiant européen. Donc voilà. Donc je pense que ça reste du coup un cadre assez favorable pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur les études et mener à bien votre projet. Oui, il s'agit de. Je voulais compléter dans le domaine que je connais, hein, celui des formations en géosciences, et sur la base de l'expérience que j'ai pu observer de nombreux étudiants en fait grecs qui sont venus pour faire des masters et ou des doctorats. Donc, je voulais parler en fait ici de l'articulation entre le master et le doctorat. Donc, on peut arriver, comme on l'a évoqué précédemment, au master 1 et faire tout le master en France, donc arriver de Grèce, faire tout le master en France et ensuite candidater à un doctorat. Si on fait ça, eh bien, d'abord, à la fin du master 2, on est, disons, à un niveau de formation comparable aux autres qui ont suivi le même master et également à égalité de chance pour l'obtention d'une allocation de doctorat. Dans le domaine des géosciences, jusqu'à récemment, l'offre de doctorat est assez nombreuse, c'est-à-dire c'est assez rare de finir un master en sciences de la Terre ou de l'univers et de ne pas réussir à trouver un doctorat en France parce qu'il y a une offre assez abondante et d'allocation de thèse, enfin de sujets combinés à l'allocation, puisque comme a été dit précédemment, il n'existe pas de thèse en France dans nos disciplines qui ne soit pas financée. On n'a pas le droit de faire démarrer une thèse s'il n'y a pas le financement. Si en revanche, on veut faire le master en Grèce, hein, le master en Grèce et arriver directement en doctorat en France,
on peut aussi candidater dans les mêmes conditions, mais c'est un peu plus délicat parce qu'on n'a pas nécessairement. Il y a une interview, il faut vérifier si la formation que vous avez eue en Grèce est compatible avec ce qui est demandé aux candidats. Ce que de nombreux étudiants ont fait, et je pense que c'est très astucieux en fait, c'est d'accepter de perdre une année, entre guillemets. Il s'agit par là de dire que de faire tout le master en Grèce et puis de faire un deuxième master 2 en France. À ce moment-là, après, vous avez 2 master 2 qui peuvent être sur des thématiques légèrement différentes. Ça vous offre la possibilité d'acquérir les compléments de langue ou la langue, si vous ne maîtrisez pas assez bien la langue, et d'être vraiment extrêmement bien positionné pour décrocher une allocation, une bonne thèse avec son allocation. Et donc, je vous encourage à réfléchir à ce concept de ne pas perdre une année en vérité, mais consacrer une année à faire cette opération, selon moi, extrêmement positive éventuellement, de deuxième Master 2. Et dans le même sens que mon voisin, parce que, comme je vous le disais, on est dans un domaine de plus en plus complexe et l'interdisciplinarité est de plus en plus demandée. Donc, les 2 masters, du coup, ça peut répondre à cette chose-là. Puis, il y a un autre petit point que je voulais dire aussi, c'est qu'en France, quand vous faites une thèse en sciences, vous n'êtes pas obligé d'écrire votre mémoire en français. Vous avez le droit de le faire aussi en anglais, ce qui quand même facilite grandement les choses. L'idée étant de pouvoir diffuser le mieux possible vos travaux. Donc, c'est sûr que quand la thèse est rédigée en anglais, elle a plus d'impact. Donc, c'est un obstacle de moins pour vous à ce niveau-là. Et en effet, soit vous venez directement sur le master, parce que durant le master, en fait, vous avez des interactions avec les enseignants-chercheurs, et donc vous pouvez co-construire un projet de recherche avec eux. Ils ont des sources de financement, donc si plus tôt vous arrivez en France pour co-construire ce projet, plus vos chances d'obtenir une bourse de thèse est élevée. Donc, c'est à prendre en compte, donc soit en faisant un double master, soit en venant faire le master dans sa totalité chez nous. Et évidemment, si votre université a déjà un partenariat avec l'université française, ça peut même s'initier pendant votre bachelor. Enfin, voilà. Donc, c'est l'idée un petit peu aussi de renforcer les liens franco-helléniques à ce niveau-là. Donc, en termes de statistiques, nous, les 2/3 de nos étudiants master continuent en thèse. Voilà. Et on a en effet, par rapport au nombre d'étudiants qu'on recrute, cette capacité à financer les 2/3 de nos étudiants. Voilà. Donc, c'est à peu près ce qu'on a en tête. L'autre tiers allant dans l'industrie. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on a une formation seulement académique, parce que les 2/3 de nos doctorants vont dans l'industrie après. C'est juste qu'ils ont une expertise beaucoup plus forte et ils se retrouvent en fait dans les grands groupes à diriger un centre de recherche et de développement plutôt qu'à faire du management d'équipe voilà, qu'on pourrait avoir avec une formation ingénieur classique. Je voudrais nuancer un petit peu par rapport à la biologie que je connais parfaitement, à Montpellier en tout cas, et je pense que c'est un peu la même chose pour les autres universités. Moi, je vous conseille plutôt de postuler en Master 1, même si je sais que là, vous avez 4 ans pour le bachelor, nous, on n'en a que 3. Mais au contraire, ce n'est pas une année perdue, mais au contraire, vous le valorisez parce que vous avez plus d'expérience ou des connaissances approfondies. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la sélection se fait en première année. Très souvent, nos parcours de master en biologie sont spécialisés dans des disciplines. Vous avez vu, je vous ai parlé de cancer biology, infection biology, épigénétique, neuroscience, physiologie. Et donc, si vous arrivez en disant je veux passer en M2, on va vous demander des prérequis de M1 qui risquent de ne pas être vraiment similaires entre ce que vous faites ici, même si je ne porte pas du tout de jugement de valeur, c'est simplement que ça risque d'être différent et vous risquez de ne pas être accepté malgré le fait que vous ayez un bon dossier. Donc, vaut mieux postuler en M1
pour le moment, on n'a pas encore, en tout cas à Montpellier, de diplôme joint, de double diplôme avec des universités. Donc, on va essayer de travailler avec des responsables d'universités en Grèce, parce qu'il y a vraiment des choses qui peuvent se faire. Mais tant que les diplômes sont séparés, en biologie en tout cas, il est préférable que vous repreniez en Master 1 de manière à, comme ils le disent très justement, l'accès au doctorat se fait par un concours. Et il vaut mieux être entraîné, il vaut mieux être dans les laboratoires de recherche qui ont disons, des sujets qui vont être, pour lesquels on va accorder des financements. Et donc, c'est mieux de démarrer à partir du Master 1 en biologie. Juste préciser, c'est vrai que nous, dans les sciences de l'ingénieur, vous êtes plus sur des formations 5 ans intégrées en Grèce. Donc, on était plutôt dans cette logique-là. Mais c'est vrai que dans les sciences de la biologie, vos bachelors sont plus de 4 ans. Et donc, je la rejoins. C'est mieux d'aller directement en M1. Là, on aura une meilleure chose. Parce qu'avec vos bachelors 4 ans, vous avez très peu de chances d'intégrer le M2 directement. Voilà. Ce qui ne sera pas le cas pour nous, puisque vous arriverez plus avec un diplôme 5 ans. Et donc, vous avez cette possibilité de soit faire le M1, soit faire le M2, en fonction de l'adéquation entre votre formation et celle qu'on propose en France. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On a déjà dépassé le temps. Merci beaucoup à nos intervenants pour leurs conseils. Ils sont bien évidemment disponibles sur leur stand jusqu'à la fin du salon aujourd'hui. Et évidemment là, pour des questions éventuellement. Merci beaucoup et bon salon.